Merci pour le jingle. Bienvenue dans notre émission, nouvelle édition de Nos Futurs, émission en direct de Chambéry, aujourd'hui consacrée au monde des offices de tourisme et à leur évolution. Donc dans cette émission, nous allons voir comment, avec l'apparition du numérique, avec les changements sociétaux, est-ce que les offices de tourisme vont toujours exister demain, etc. Et du coup, on a quelque chose d'assez exceptionnel à vous présenter parce qu'on a envoyé 5 équipes de reporters chroniqueurs dans le futur et qui sont allés voir autour des années 2025, 2026, 2027, 2028 aux 4 coins de France comment ça se passait, à quoi ressemblaient les offices de tourisme de demain. Et aujourd'hui, on aura la chance d'avoir nos chroniqueurs, Marie et Sandrine, qui nous raconteront leur voyage, Stéphanie et Mathieu, Bertrand et Jean-Patrick, Sabine et Fabrice, et enfin Corinne et Dominique qui vont nous présenter chacun leur histoire d'un office de tourisme qui sont allés visiter dans le futur. Et donc, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, je me tourne vers Sandrine et Marie. Vous êtes allés très loin et vous êtes allés visiter un totem. Racontez-moi ça. Merci beaucoup Jean-Luc. Oui, nous sommes très heureuses d'être présentes aujourd'hui et de vous présenter le travail de toutes nos recherches. Nous sommes partis très loin pour préparer cette émission, tout comme l'ensemble de nos camarades ici présents. Nous avons pris le tout nouveau Hyperloop, qui permet d'avancer dans le temps, et ainsi, nous nous sommes rendus en 2030. Ça nous a permis de découvrir ce que seront les modèles futurs des offices de tourisme de demain. Et nous avons eu la chance avec Marie d'être accueillis précisément à Saint-Fouin. Saint-Fouin. Eh oui. Saint-Fouin, c'est joli. Tout à fait. Cette agglomération a vu le jour en 2018, suite au regroupement de plusieurs communes aux alentours. Et il faut dire que Saint-Fouin est plutôt touristique, mais que le reste du territoire est assez rural, comme d'ailleurs vous pouvez le constater sur les images qui passent derrière moi. Ce qu'il y a de fantastique dans la ville de Saint-Fouin, c'est le totem. Un office de tourisme qui est un véritable lieu de visite et qui a ainsi quintuplé son nombre de visiteurs, 250 000 touristes. 250 000 visiteurs en Saint-Fouin, c'est pas une paille. Et oui, Jean-Luc, en fait, ce totem, c'est un véritable pôle touristique. C'est un atout majeur pour le territoire, n'est-ce pas, Marie ? Et oui, rendez-vous compte, un concours d'architectes a été lancé pour réaliser un bâtiment aussi beau que Saint-Fouin le souhaitait. Il est véritablement la vitrine du savoir-faire de la destination. À l'intérieur, place à l'expérientiel. Alors du coup, comment ça s'organise ce nouvel office de tourisme de façon classique ? Alors ce totem est construit sur plusieurs étages et on y trouve un rez-de-chaussée dédié à l'accueil du public avec un espace interactif gratuit permettant de s'immerger dans le passé industriel de la ville, son déclin puis sa reconversion. Un premier étage avec un espace exposition payant et un deuxième étage avec des salles de conférences et des bureaux. Le dernier étage est dédié au restaurant panoramique avec un bar à vin et une terrasse pour l'été qui a été confié en gestion à un professionnel de la restauration à partir d'un appel à projet. Alors comment les visiteurs s'orientent-ils dans l'espace, Marie ? Alors des médiateurs animent l'espace à l'entrée et puis orientent les visiteurs. Alors si je comprends bien, à Saint-Fouin, c'est une agglomération. Qu'est-ce qu'on a fait des autres bureaux d'information touristique de l'office regroupé? Ils ont fermé? Eh oui, il n'y a plus que le totem. Encore plus déroutant, les conseillères en séjour n'existent plus. Après un énorme remaniement, les anciennes conseillères en séjour sont aujourd'hui des expertes du totem, des expertes en design de service et des marketeurs de territoire en vendant des expériences uniques et insolites. Mais ceux qui nous parlent le mieux de cet ovni touristique, ce sont encore ceux qui l'ont expérimenté. Nous avons ramené des images rien que pour vous, chers téléspectateurs. Écoutons maintenant le témoignage de Corinne, une ancienne conseillère en séjour. Bonjour, je m'appelle Corinne, alors j'ai 40 ans, je suis une ancienne conseillère en séjour, devenue designer d'expérience. Alors je dois dire qu'au tout départ, c'était pas gagné parce que j'ai eu super peur de perdre mon emploi.
puisqu'on avait une forte baisse de fréquentation dans notre ancien syndicat d'initiative. D'année en année, les chiffres n'étaient plus au rendez-vous. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été transférée au sein du nouvel office de tourisme qui s'est créé sur notre territoire. Et suite à cette nouvelle structure, les bureaux ont fermé. Et en fait, on a toutes et tous changé de métier. Et moi, je trouve que pour moi, ça a été vraiment bénéfique parce que j'ai pu mettre à profit les 15 années d'expérience que j'avais à l'accueil. J'ai complètement changé de métier. J'ai pu faire une super formation. J'ai fait une formation de designer d'expérience. J'ai appris plein de choses. C'était passionnant. Ça m'a permis d'être plus à l'écoute de nos partenaires, de travailler vraiment pour eux, de me retrouver sur des activités, sur le territoire. Et aujourd'hui, je travaille tout à fait différemment. Je les aide à avancer dans leurs projets. Je les aide à améliorer leur expérience client. Je travaille beaucoup à adapter l'ensemble de leurs outils, l'ensemble de leurs services aux vraies attentes de leur clientèle. Et tout ça pour que, au final, les voyageurs, les touristes vivent une expérience inoubliable sur notre territoire. Et ben voilà, c'est que du bonheur. Un charmant témoignage de Corinne, vraiment. Mais alors, je reviens sur quelque chose. Marie et Sandrine, vous me dites que les bureaux d'information touristique ont été fermés. J'imagine que les présidents locaux des ex-offices de tourisme, ils ont été un peu ronchons, grognons au départ. Alors oui, Jean-Luc, au début, effectivement, ils ont râlé, c'est sûr, mais ils ont très vite compris l'intérêt du totem. Écoutons maintenant Gilbert, un ancien président. Bonjour. Je suis Gilbert, 58 ans, président d'un office de tourisme rural intégré dans le nouveau totem. J'étais très mécontent, vraiment très mécontent de la suppression de mon BIT. Pas du tout convaincu de l'intérêt d'avoir un seul OT phare sur la destination. Surtout en ce qui concerne la répartition équitable de la clientèle sur le territoire et en particulier sur mon territoire. 3 ans après, je ne peux qu'observer que nous accueillons plus de monde et qu'ils ont l'air contents de découvrir notre territoire et commencent même à revenir dans mon village, le gros village, et semblent mieux organisés. Donc on verra sur le long terme, mais c'est moins pire que ce que j'imaginais. Oui, alors on tient à préciser, vous m'avez expliqué quand on préparait l'émission que Gilbert a gardé l'anonymat parce qu'il a été menacé par l'ARAPSI, l'association de réhabilitation des anciens présidents des syndicats d'initiative. Mais donc, bon, on comprend tout à fait qu'il veuille se protéger. Donc, du coup, plus de BIT, un lieu qui porte bien son nom, le Totem, qui est emblématique, 250 000 de visiteurs à Saint-Foin, on ne le dira jamais assez, c'est exceptionnel. En fait, est-ce que c'est un exemple, Sandrine, qui pourrait être dupliqué ? Mais tout à fait, Jean-Luc. Ce projet est extrêmement intéressant puisque les visiteurs sont attirés par ce lieu novateur et qui est véritablement un emblème pour le territoire. Ils repartent enrichis des expériences vécues à l'intérieur. Et d'ailleurs, ils en témoignent sur les réseaux sociaux, ce qui contribue au bouche à oreille et du coup à la notoriété de ce nouveau site. Et alors du coup, côté habitants et socioprofessionnels, et puis même élus, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors, les habitants sont curieux de découvrir ce nouveau lieu, qui a beaucoup fait parler de lui, bien sûr, au moment de l'ouverture. Les sociopros, eux aussi, sont satisfaits de ce nouveau service proposé par le Totem, parce que ça leur permet véritablement de développer des activités et de se réinventer en mettant toujours le client au cœur du produit. Et concernant les élus, écoute Jean-Luc, ils attendent beaucoup de cet investissement en termes de notoriété et de retombées économiques pour le territoire, mais tout ça est en bonne voie. Bien, merci beaucoup Marie et Sandrine parce que c'est de très très belles images que vous nous avez ramenées, quelle prouesse ce Totem. Et du coup nous allons passer à un deuxième témoignage. Je me tourne vers Stéphanie et Mathieu. Alors vous êtes partis vers un office de tourisme dont le nom n'est pas très original, le Nouveauté. Bon. Mais c'était en 2025 et ça a l'air pas mal du tout, racontez-moi ça. En effet, et quelle expédition on a fait jusqu'en 2025 ? Alors si ça peut vous rassurer, hors les offices de tourisme qui existeront toujours, il y aura aussi du vin et du fromage. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté avec Mathieu lorsqu'on est parti dans le fabuleux département du Rhin et Garonne. Oui. Rhin et Garonne, il y a quand même de sacrées mutations géographiques. Ah oui, là, il y a une sacrée... l'origami géographique. Hein. Ouais, c'est du rapprochement tectonique. C'est exactement ça. Donc là-bas, en fait, le problème qui se posait à l'époque, tout simplement, il y avait un sacré millefeuille territorial très pesant. Du coup, en 2019, ce qu'ils ont décidé, c'est d'organiser une alliance.
En clair, ils ont créé une association loi 1901 qui est le seul organisme local de tourisme sur le département parce qu'ils ont regroupé à la fois l'ADT, à la fois les relais territoriaux et à la fois les offices de tourisme. Il n'y a que les chambres consulaires qui n'ont pas souhaité réintégrer le projet. Et du coup, oui, il en faut. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, en tout cas, ce seul organisme local de tourisme du département représente 58 emplois et 6 millions de budget. Là non plus, ce n'est pas une paille. Hein. Oui, là non plus, ce n'est pas une paille comme à Saint-Foin. Franchement, c'est étonnant parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'office de tourisme, il n'y a plus d'ADT, plus de RT, il y a un seul organisme. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est vrai qu'on a été étonné parce que c'est un projet un peu fou en fait, ce qu'on a vu. Ça ne s'est pas construit du jour au lendemain, par contre, c'est ce qu'on s'est rendu compte en interrogeant les personnalités locales. C'est quelque chose qui a commencé en 2015 en fait par des états généraux du tourisme où tous les partenaires, presque tous les partenaires se sont regroupés pour discuter des vraies problématiques qu'on connaît aujourd'hui de manière traditionnelle, je dirais justement l'expérience usagée, un accueil partout, tout le temps et de qualité. Oui, parce que l'idée c'est qu'on fait de l'accueil partout, c'est vraiment au centre des choses l'accueil. C'est ça, voilà. Vous le verrez dans les témoignages, mais il y a quelque chose d'assez remarquable dans ce territoire, c'est que tout le monde fait de l'accueil, du public au privé, aux partenaires et même dans les structures, comme on verra, il y a justement un accueil tournant. Concrètement, 10 ans après ces états généraux, on se retrouve avec un territoire, un département donc, qui est couvert avec 30 lieux d'information touristique. Dans ces 30 lieux d'information touristique, on va retrouver une douzaine de bureaux d'information touristique classiques, j'ai envie de dire, et 18 lieux alternatifs qui sont un peu entre l'office de tourisme et le tiers-lieu. Donc là-dessus, en plus de ces lieux touristiques, puisqu'on est sur un département, je vous rappelle, on va également avoir des partenaires privés, donc des relais d'information, des ambassadeurs de 2025 si vous voulez, donc ils sont au nombre de 210, et on a 25 lieux majeurs, des grands sites, qui sont également partenaires de l'opération. Concrètement, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis, c'est vrai, mais derrière, on se retrouve avec un territoire maillé entièrement et avec une qualité d'accueil qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est ce dont témoigne la personne que vous avez rencontrée, qui est une ex-ANT, c'est ça, une animatrice numérique, ou toujours animatrice numérique du territoire? Oui, c'est ça. En fait, on a voulu aller à la rencontre des techniciens qui s'occupent de l'accueil, mais aussi des élus, comme vous allez le voir. Donc on va commencer par Christelle, tout d'abord. Bonjour, je m'appelle Christelle. Ça fait 15 ans que je suis ANT, reporter de territoire. Alors avant l'Alliance, je travaillais dans un des plus gros offices de tourisme du département. Mais là, ce qui a changé, du coup, c'est la dimension de notre entreprise. Nous sommes 3 spécialisés dans la création de contenu. Alors, et puis il y a aussi quelque chose qui change, c'est que tout le monde fait de l'accueil, même les cadres, même le directeur, au moins quelques jours par an. Alors moi, j'en fais 40 jours. C'est vrai que quand j'ai commencé à l'office de tourisme, dans ma carrière, j'étais emploi jeune, j'étais à l'accueil. Quand on m'a proposé de venir à NT, j'étais contente d'arrêter l'accueil. Hein. Donc maintenant, je refais de l'accueil, mais franchement, c'est intéressant, c'est un challenge collectif et on est tous embarqués dans la même aventure. Très bon débit, Christelle, la DSL. On ne dira jamais assez. Et du coup, Stéphanie, vous avez rencontré des élus. Alors, comment ils ont réussi à s'organiser? J'imagine des présidents d'agglo, conseils départementaux, ils n'étaient pas tous du même bord. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été simple. Et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement des questions d'ego. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui l'était très simple, ça a été l'argent. Il n'y en avait plus, de toute façon, donc il fallait mutualiser. On n'avait pas le choix. Mais surtout, ce qui a vraiment aidé ces élus, c'est ce fameux programme de formation accompagné de différents séminaires qui les a vraiment aidés à comprendre le bien fondé de la démarche. Et c'est ce que je vous propose d'écouter à travers le témoignage de Mireille, présidente de Comcom. Je suis élue depuis 2020, donc je n'ai pas connu la situation précédente avant l'Alliance. En tout cas, ce que je peux dire, et il y a une initiative que j'ai trouvée particulièrement pertinente, c'est que juste après les élections par l'Alliance, il y a eu l'organisation d'un séminaire à destination des élus locaux, un séminaire qui s'est intitulé « Explication tourisme ». Et au bout de 2 jours, on a vraiment pu appréhender globalement les enjeux du développement touristique, la nouvelle organisation départementale et aussi tous les nouveaux services proposés.
Personnellement, en tant qu'élu qui préside la communauté de communes, cela m'a permis vraiment de rentrer dans le vif du sujet, de me passionner complètement pour le développement touristique. Et du coup, fort de cette expérience, je trouverais utile de dupliquer cette initiative, de dupliquer cette organisation dans d'autres domaines qui sont également très importants, tels que l'habitat ou encore l'urbanisme. Très joli témoignage de Mireille Labeille, présidente de communauté des communes. Alors Mathieu, est-ce que c'est un exemple qui pourrait être reproduit sur d'autres départements ruraux? Quels sont les bons ingrédients? Il nous semble que oui, puisque de toute façon, ça a été fait sur la thématique de l'accueil, qui me semble aujourd'hui assez évidente, et ça a été une vraie réussite pour le département du Rhin-Garonne. Et concrètement, c'est un retour extrêmement positif qu'on a vu sur un changement qui prône à la fois l'équilibre et la co-construction. Merci beaucoup Stéphanie Mathieu pour ce témoignage. Et donc on va passer à notre troisième histoire. Troisième histoire, et je me tourne vers Bertrand et Jean-Patrick. Alors vous êtes partis en 2028, c'est vous qui êtes allé le plus loin vraiment dans le temps, mais pas très loin localement, parce que vous n'étiez pas très loin de Chambéry, vous étiez dans la région, on le verra tout à l'heure. Et donc vous êtes parti dans le village de Saint-Toubien, je crois que ça se prononce comme ça. Donc Saint-Toubien dans la région, qu'est-ce que vous avez découvert ? C'est ça, Jean-Luc, tout à fait. Bonjour d'abord, puis bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as dit, Jean-Luc, on s'est rendu avec mon collègue en 2028 à Saint-Toubien, dans cet office de tourisme qui s'appelle aujourd'hui l'Hôte-Épicerie. Un hôtel-épicerie. L'hôtel-épicerie, ça s'appelle. Tout à fait, l'hôtel-épicerie, tu as bien entendu, Jean-Luc, vous avez bien entendu. Alors, l'histoire a démarré en 2017, alors que l'office de tourisme était devenu communautaire. C'est rapidement posé la question de la survie de cette structure, mais aussi de lui donner les ambitions de progresser, les moyens de progresser, et du coup, un modèle d'office de tourisme tourné autour d'un projet entrepreneurial a vu le jour, et c'est donc organisé autour de différents services. Les premiers d'entre eux, évidemment, étaient le service public plutôt traditionnel d'accueil, information, promotion et coordination des prestataires, qui restait financé en bonne partie par la subvention communautaire. Ensuite, les activités marchandes, également toujours plutôt traditionnelles, mais tout de même avec une ambition vraiment portée vers le projet entrepreneurial, donc des activités de boutique, de visite guidée, d'exploitation des monuments, mais évidemment les services qui ont été le plus fortement développés sont ceux qui ont été tournés vers l'innovation. Ils ont notamment mis en place une conciergerie pour les propriétaires, histoire de surfer sur la vague de l'économie collaborative, un dépôt e-commerce pour faciliter l'achat en ligne de production artisanale locale, donc permettre à tous ces petits producteurs qui font la richesse du territoire de Saint-Toubien de pouvoir vendre leur production aussi dans une manière digitale. Et puis une épicerie tournée autour des produits locaux, du coup avec aussi un dépannage 7 jours sur 7. Oui, parce que la particularité de Saint-Toubien, c'est que c'est une commune à forte fréquentation touristique. C'est un peu beaucoup de monde à la journée, on me parle d'1 million de visiteurs par an, donc c'est quand même ce fort flux touristique qui a permis ça, quoi, en fait, hein. Tout à fait. C'est un projet entrepreneurial. Par conséquent, il faut un modèle économique qui puisse, dès le départ, donner une impulsion au projet afin d'amorcer le processus et se donner ensuite des capacités de développement. Donc l'hôte-épicerie vend de la Tome de Savoie, l'hôte-épicerie de Saint-Toubien, mais il n'y a pas que à l'intérieur des murs, il y a des services également à l'extérieur des murs. Effectivement, Jean-Luc. Cet office, il a eu la pertinence d'oser sortir de ses propres murs, alors non plus pour faire de l'accueil, mais pour répondre à une commande de la mairie qui souhaitait, si j'ose l'expression, lui refourguer un espèce de musée local. Ah oui, le coût du musée de la poterie. Exactement, le coût de la musée de la poterie. Bâtiment plutôt bien placé, mais alors produit plus du tout adapté, le financement non assumé, il n'y avait plus grand-chose à en faire. Grâce à un conseil d'administration de cette association et un directeur plutôt... on dit courageux, l'office a décliné l'offre de la mairie. Alors, je ne te cache pas, ça ne s'est pas passé sans quelques remous qu'on appelle politiques, mais finalement, l'office a proposé un contre-projet et elle a décidé dans ce lieu d'ouvrir une galerie
d'art contemporain. C'est quelque chose qui n'existait pas sur le territoire et qui paraissait viable à terme, mais surtout elle a réexploité 3 chambres qui existaient au premier étage et qui a permis d'installer un atelier d'artistes. Ce qui m'intéressait dans ce témoignage, quand on s'est rendu sur le territoire, c'est qu'on est vraiment sur un exemple de proposition de valeurs nouvelles et de facilitateur de vie locale. D'accord, tout intéressant. Et du coup, là, une galerie qui a priori fonctionne. Et puis, donc, dans les années 2020, c'est ça, l'Office a surfé sur la vague des startups et de l'innovation numérique. C'est ça, tout à fait, Jean-Luc. Comme nous te l'expliquions, ce projet entrepreneurial est au service d'un développement innovant et l'accueil de start-up est rapidement devenu une évidence. La région était à ce moment-là dans une forte dynamique d'innovation sur laquelle ils avaient pu surfer, et l'Office de tourisme a proposé d'accueillir des start-up, alors du tourisme, pour qu'elles expérimentent leurs produits directement auprès des clientèles touristiques sur leur établissement et sur leur destination. En échange de quoi, cette aide à la commercialisation, l'Office en tirait une participation, une prise de part dans le capital de ces entreprises afin de développer le business. Du coup, est-ce qu'on peut qualifier finalement cette haute épicerie de simple entreprise commerciale? C'est un raccourci un peu rapide. Bien évidemment que la problématique commerciale et financière est au cœur des préoccupations de cet office. Mais somme toute, comme l'a décrit mon collègue, on est sur des dynamiques aussi de réalisation des prestations dites classiques d'un office de tourisme. C'est dans le développement de nouveaux projets, et notamment solidaires, notamment autour, il l'a dit rapidement tout à l'heure, de l'épicerie locale, qu'on a réussi à réimplanter une vie propre dans ce lieu touristique. Mais du coup, ça fonctionne dans une économie qui est clairement assez touristique avec des forts flux. Oui, oui, complètement, Jean-Luc, effectivement. Comme nous le disions tout à l'heure, projet entrepreneurial, donc modèle d'entreprise et modèle économique. Ceci dit, comme l'a dit parfaitement Bertrand, c'est au service de l'ensemble des publics auxquels s'adresse cette haute épicerie, notamment la population locale. Et là, le témoignage de Patrick, donc viticulteur, va parfaitement illustrer nos propos. Un témoignage qui est d'ailleurs renversant, vous le verrez. Mais aussi ça a été, on peut le dire, une révolution pratiquement pour les personnes qui étaient salariées de cette structure. Et nous avons eu la chance de rencontrer Armelle, donc guide et conseillère en séjour à cette épicerie. Et je vous invite à écouter leur témoignage. Effectivement, hein, Patrick, un gros travailleur, vous allez le voir. Un reportage qu'on a réalisé, on pourrait le qualifier au saut du lit. Apparemment, avec des moyens techniques assez exceptionnels. Voilà, et grosse dégustation la veille, a priori ça se voit sur son teint. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis vigneron et membre du conseil d'administration de l'Office de tourisme depuis plusieurs années. Au début, je n'étais pas vraiment convaincu par le virage entrepreneurial pris par ce dernier. En effet, pour moi, un office de tourisme, c'était plutôt des missions traditionnelles d'accueil, d'information du public, c'était subventionné par la collectivité. De plus, dans une région touristique comme la nôtre, pour moi, ce n'était pas vraiment au public d'investir dans le tourisme, mais plutôt aux TPE, PME du privé. C'était eux qui faisaient le dynamisme justement de cette région touristique belle comme la nôtre. Ceci étant, plusieurs années après, je me rends compte que c'est plutôt une réussite du côté du nouvel office de tourisme, puisqu'il réussit à allier à la fois le côté dynamique du développement local du tourisme, et notamment avec les entreprises du tourisme. Et justement, ça marche parce qu'il y a une mentalité entrepreneuriale qui a été insufflée depuis plusieurs années. Et je trouve qu'à l'arrivée, c'est un véritable pari réussi pour nous. Ben, on dira que ce Patrick Juvet, il ne fait pas que dans la chansonnette, hein, j'ai l'impression. Et donc, c'était ce premier témoignage. Et en fait, l'Office de tourisme a été créateur d'emplois aussi, 5 également 5 nouveaux emplois à la clé, ce qui, à l'époque de 2028, est une ressource rare. Donc, 5 emplois, 300 000 € de chiffre d'affaires développés grâce à ces nouvelles activités. D'accord. Et donc, on écoute le second témoignage. Il s'agit de Armelle. Armelle, tout à fait, guide et conseillère en séjour. Bonjour, je suis Armelle, conseillère et guide à l'Office de tourisme. Alors c'est vrai que quand on a eu ce changement de cap et qu'on a vu nos métiers évoluer avec l'équipe, on a eu vraiment beaucoup de mal. On s'est dit, on n'a quand même pas fait 5 ans d'études en tourisme pour maintenant servir dans une épicerie. Et puis finalement,
quand on a vu les habitants qui étaient super heureux de retrouver des services au centre-bourg et qui n'avaient plus l'impression d'habiter dans un village-musée, on a changé d'avis. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est vraiment fiers de contribuer à la fois au développement local, de participer à la redynamisation du village, de servir aux habitants, tout en bien sûr servant les visiteurs. Merci pour ce témoignage précieux. Donc finalement, si on conclut sur l'hôtellerie, une entreprise? Oui, une entreprise et surtout une entreprise qui assume finalement pleinement son rôle de développeur de ressources financières au service de ses visiteurs, de ses habitants, de ses partenaires. Finalement, ils sont décomplexés pour une raison, c'est qu'ils n'ont pas d'actionnaires. L'ensemble des bénéfices qui sont réalisés au sein de cette association sont soit réinvestis directement dans les salariés grâce à l'intéressement. À l'intéressement, merci. Aux primes, voilà, gratification. J'ai pas dû le toucher apparemment. Voilà. Le mot n'est pas venu jusqu'à moi. Et excusez-moi. Et le fait qu'on remette en permanence l'argent gagné dans le développement de nouveaux business. Donc oui, c'est un business, mais c'est un business qui me semble bon pour le développement local. Alors qui montre aussi, parce qu'on l'a vu dans cette émission, on a plusieurs types de structures d'office de tourisme. Là, on est dans une association, donc on pourrait dire, vu de 2028, que c'est une structure un peu vieillissante, puisqu'en fait, depuis quelques années, quand même, les offices de tourisme sont plutôt partis sur des modes publics. Et là, on voit qu'on est sur ce double mode économie sociale et solidaire et entreprise, quoi, en fait. Effectivement, et je pense que si on s'appuie sur un maillage fort d'administrateurs convaincus, on a la possibilité d'allier élus et socioprofessionnels. Merci Bertrand et Jean-Patrick pour ce témoignage et ce reportage surtout. Je vois que le voyage dans le futur a été assez dur d'un point de vue du foie notamment, hein, puisque ça a été la rencontre avec ce viticulteur vous a marqué, je pense. Et donc on continue notre voyage dans l'Office de tourisme du futur. On va en 2027. Et donc, du coup, vous êtes partis, Sabine et Fabrice, vous, vers la frontière, même vers les 3 frontières. Et oui, Jean-Luc, bonjour à tous. Notre exploration dans le futur jusqu'en 2027 nous a révélé une structure innovante et singulière aux portes de 3 frontières, dans un territoire en pleine mutation. Nous nous sommes immergés vraiment au cœur de l'attractivité. Et ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment prometteur. Je vous le confirme grâce à l'expérience que nous avons vécue in vivo. Alors, l'attractivité, sacré jeu de mots, en quoi ça consiste, Fabrice? L'attractivité, déjà, nous a permis de découvrir et d'aller à la rencontre des acteurs de la métropole des 3 frontières. Mais ça marche aussi avec la métropole des 3 vallées ou la métropole des 3 montagnes. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, on n'a pas été déçus, un doc de ce voyage dans le futur. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce territoire a fait de véritables choix, avec un vrai courage politique, malgré les différents changements à la tête de la mandature de cette métropole. Sur plusieurs années, ils ont misé sur une stratégie totalement business, pour maximiser les retombées économiques locales, centré tourisme d'affaires, avec notamment la création d'un centre de congrès en plein cœur de ville, designé par un architecte de renommée internationale, un véritable geste architectural, un peu un Guggenheim des 3 frontières, qui s'est installé à 2 pas de la gare TGV et qui a vraiment marqué le renouveau du territoire. Il y a eu aussi une marque, vous savez, ces marques territoriales lancées il y a une douzaine d'années, qui avaient été créées à l'occasion de ces premières expériences de marketing territorial, et qui est aujourd'hui appropriée par près de 98% des acteurs de cette destination métropole des 3 frontières. On découvre cette marque depuis les aires d'autoroute jusque dans votre boucherie de quartier, c'est assez impressionnant. Et cette attractivité, ce n'est ni plus ni moins que la fusion qui était en route il y a une dizaine d'années et qui maintenant est très forte en 2027, de l'OT, du bureau des congrès, du centre de congrès, de l'agence de développement économique. On a quand même cassé toutes les cloisons, mais toujours pas des chambres consulaires. Ça reste encore délicat quelques années après. L'attractivité est vraiment aujourd'hui le cœur battant qui irrigue tout ce dispositif en concentrant les moyens, les ressources et les choix politiques. Alors, concrètement, quelle mission pour cette... C'est toujours un office de tourisme quand même, mais, ou plus du tout?
Eh bien Jean-Luc, en fait l'idée à l'origine était de dynamiser le territoire, son tissu économique, de favoriser les créations d'emplois en développant l'attractivité touristique autour du centre d'affaires. Sa création en réalité a pris 2 ans. Et aujourd'hui l'attractivité, en fait c'est un écosystème agile qui associe toutes les compétences au service de tous les acteurs et clients du territoire. En fait c'est une plateforme de ressources pluridisciplinaires qui présente un front commun pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de nos multi-clients, les entreprises, les touristes, les congressistes, les prestataires et aussi bien sûr les habitants. En fait, c'est un guichet unique de l'accueil avec un portail digital de la destination et de la marque. Il assure des campagnes médias véritable force de frappe à l'international. Il permet d'organiser des événements d'envergure, des événements de séduction pour renforcer vraiment la destination touristique, économique, en fait dans toutes ses dimensions, mais toujours dans le soin de privilégier le lien de proximité avec les habitants. D'accord. Oui, puisque la particularité d'Attractivauté, ça a été aussi d'avoir un gros programme autour des ambassadeurs notamment. Exactement, et je vous propose de voir le témoignage de Georges qui a vu l'évolution en 10 ans de cette entité d'un nouveau genre. Bonjour, je m'appelle Georges et j'habite ici depuis près de 10 ans avec mon épouse Amal et mes enfants. Je continue à solliciter les services de l'Office de tourisme, même s'il est devenu une composante de la nouvelle agence d'attractivité de la métropole. Je trouve important que figure sur le bâtiment l'enseigne Office de tourisme et que la signalétique routière et piétonne ait été maintenue de la même façon, car c'est important que les touristes, et aussi pour les locaux, puissent bien identifier ce lieu de ressources et y être orientés facilement. Le plus avec l'agence, c'est qu'elle développe des visites d'entreprise. Et je trouve cela très intéressant pour bien connaître les atouts de notre destination. En suivant ces visites, mon épouse et moi avons appris des choses que nous ignorions totalement et qui sont pourtant très importantes pour notre territoire. Du coup, nous avons décidé de devenir des ambassadeurs de la marque. Et nous avons notre carte. Et comme nous avons des activités associatives, nous encourageons tous nos adhérents à découvrir les visites proposées par l'agence. Nous nous sentons complètement investis dans la vie du territoire et nous consommons davantage ce qui est produit ou émane du territoire. What else? Très jolie cafetière de Georges C, cet habitant. Pour réaliser ce beau programme quand même Attractivauté, c'est vrai que ça fait envie, mais ça a dû coûter excessivement cher, non? C'est un projet ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un courage politique fort, ce que j'évoquais tout à l'heure, pendant une bonne dizaine d'années, qui a permis d'aboutir à cette réalisation. Mais l'enjeu était de taille, l'enjeu démographique, de revitalisation de ce territoire, l'enjeu de développement économique, il fallait réellement une prise de conscience, un changement d'échelle, un décloisonnement, la fin du saupoudrage financier dont on parle souvent, une vraie concentration totale des moyens publics et privés. Donc les acteurs ont investi près de 4 millions d'euros dans cette attractivauté, sans compter les investissements structurants, comme le fameux Guggenheim centre d'affaires que j'évoquais tout à l'heure. Cela a eu des impacts, de vraies modifications structurelles sur le territoire, avec l'implantation de nouvelles entreprises, de centres de formation, de nouvelles familles qui ont permis de recréer du lien social, des écoles, des activités socioculturelles. Et surtout, une fierté retrouvée des habitants. Georges C en est un bel exemple. Et du coup, ce que vous me disiez, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux métiers qui sont apparus. Alors c'est assez étonnant, ces nouveaux métiers, comme par exemple coach de destination, c'est ça? Effectivement, l'équipe a vraiment eu une vraie fierté de partager ce projet et de se retrouver au sein de cette agence pour valoriser l'ensemble des facettes du territoire. Il a fallu inventer des nouvelles notions pour répondre à ces investissements et aux nouveaux besoins de l'agence d'attractivauté. Donc le coach de destination, il facilite l'implantation des entrepreneurs et des nouvelles familles de A à Z. Depuis la découverte du territoire, la recherche des écoles, la recherche des logements, l'accompagnement auprès des milieux associatifs, des équipements culturels, on vous fait un accompagnement, un package all-inclusive depuis votre arrivée dans la destination. Mais c'est aussi le cas pour les assistants de conciergerie d'entreprise. On en rêvait depuis longtemps et cette fois-ci c'est fait, un service de réponse H24 toute l'année pour tous vos besoins et renseignements, que vous soyez touriste, habitant, entreprise ou abonné.
Les abonnés, vous vous souvenez, il y a une douzaine d'années, ce que l'on appelait les adhérents des associations. C'est des abonnés à nos services maintenant. Et donc la conciergerie d'entreprise, en fait, il y a une conciergerie unique sur le territoire qui répond à tous les publics. Voilà, un centre d'appel unique, mais pas que d'appel, j'insiste là-dessus, un lieu ressource, un guichet unique où 24 heures sur 24, on peut venir bénéficier des informations sur l'ensemble de la destination. Et Sabine me parlait de l'adjuvant du collectif, pas adjudant, hein, adjuvant du collectif. Adjuvant, Jean-Luc, exactement. L'adjuvant, en fait, c'est dans les principes chimiques, hein, c'est un élément qui vient compléter d'autres éléments et qui vient renforcer leur action. En fait, c'est un stimulant. En réalité, son rôle dans cette attractivité, c'est d'optimiser la performance collective en tenant compte des besoins de toutes les parties prenantes de l'entreprise, les salariés, bien évidemment, les actionnaires, mais aussi les clients, les multi-clients, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. En bref, c'est une variante à l'échelle de l'écosystème du Chief Happiness Officer qui a été très tendance il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui a pris de nouvelles formes. D'accord, et pour en témoigner, vous avez rencontré Thibaut. Exactement, on va écouter le témoignage de Thibaut de Provence. Dans un lieu patrimonial, et c'était juste à l'occasion de la création de l'agence. Alors j'ai pu bénéficier de l'ensemble de leurs services, particulièrement ceux de l'Office de tourisme réceptif agrément et ceux du tourisme d'affaires. Ils organisent des visites guidées spécifiques pour mon lieu patrimonial avec prestation de cocktails pour individuels regroupés, qui est une prestation VIP, mais aussi des séminaires d'entreprise. Je participe aussi régulièrement à des éductours afin d'organiser des conventions pour les professionnels MAIS et le référencement de mon établissement s'améliore de jour en jour. Si vous voulez, le fait d'avoir regroupé l'ensemble des services compétents dans une seule agence, ça simplifie considérablement la visibilité, les démarches, la lisibilité des services qui sont proposés à un prestataire comme moi. Je sais enfin où, quand, qui et comment activer les choses pour la promotion de mon établissement. Ça change tout et c'est redoutablement efficace. Thibaut de Provence, dit le Marseillais, on dirait un peu, hein, c'est avec le chapeau. Merci beaucoup pour ce témoignage à tous les deux, Fabrice et Sabine. Et nous arrivons donc à notre dernier témoignage, un binôme de choc toujours, avec Corinne et Dominique, qui reviennent de 2026, chargés d'images et de témoignages. Alors vous, c'est vous qui êtes allé le plus loin, puisque vous êtes allé comme tel des pionniers dans le Far West. Absolument, Jean-Luc. On a été faire une immersion en plein Far West. Alors le Far West, ça donne l'image de cow-boys, d'Indiens avec des plumes, etc. Ou d'une région très arrosée. Bah, pas du tout. On a été sur un territoire dans le Far West composé de 65 communes, 100 000 habitants, comme certains de collègues actuellement peuvent s'identifier. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment de la bienveillance et du bonheur au travail, à l'image donc de ce lab que nous avons découvert. Alors parlez-nous du Far West, de l'histoire, comment ça s'est passé, Corinne? Alors en fait, ce qu'on a vu au Far West, ça nous a assez étonnés, parce qu'on était parti avec Dominique, pas très confiants au départ, parce qu'on partait sur un territoire qui avait subi une fusion en 2017, donc on ne savait pas trop ce qu'on allait y trouver, puisque c'était quelque chose de contraint. 6 offices de tourisme qui ont dû se regrouper, alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de passer par cette étape. Oui, c'était effet loi nôtre, quoi, en fait. C'est ça, tout à fait. Et en fait, on a été agréablement surpris, parce qu'ils ont su transformer ce qui était à la base une contrainte, ce qui n'était vraiment pas voulu, ils ont su le transformer en opportunité. Ils ont fait en fait un pari audacieux, en se disant on va imaginer un nouveau modèle, et ils ont complètement transformé l'office de tourisme qui, quand on y était, n'était plus du tout un office de tourisme. Ils en ont fait un laboratoire d'innovation territoriale, et en fait ils ont également innové avec un nouveau modèle au niveau de la gouvernance. Ce sont les salariés qui ont pris leur avenir en main, et ils se sont rassemblés autour d'un projet collectif. Ils ont créé une coopérative, donc c'est assez puissant en termes de démarche. Et ils sont aujourd'hui actionnaires du lab.
ils sont actionnaires de leur lieu de travail. Donc ils ont une autre chose qui nous a pas mal étonné avec Dominique, c'est qu'ils n'ont pas du tout repris la mission d'accueil. Hein, on a été étonnés en arrivant, on s'est dit mais pourquoi vous ne faites plus d'accueil? C'est quand même quelque chose d'important au niveau de l'histoire des offices de tourisme. En fait, ils ont confié l'accueil à une communauté de welcomers. Donc ce sont des habitants, des commerçants, des restaurateurs, des hébergeurs qui sont formés par l'équipe du Lab et qui sont coachés par l'équipe du Lab pour qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible sur le territoire pour cette mission d'accueil. Ce qui peut sembler aujourd'hui un peu révolutionnaire aussi au niveau de leur fonctionnement, c'est qu'il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de planning, il n'y a plus d'organisation hiérarchique. Le Lab s'organise en équipe projet. Les salariés sont présents sur tout le territoire, soit dans des espaces de coworking, soit en télétravail, et le tout en totale liberté. Ah, voilà, mais c'est quand même pas mal pour les salariés, parce qu'en gros, ils sont devenus propriétaires de la boutique, ils font plus d'accueil, ils travaillent quand ils veulent et où ils veulent, quoi, en fait. Et ça marche? Mais oui, ça marche, Jean-Luc, parce que le Lab, il est intéressant parce qu'il a permis d'expérimenter, de modéliser et de créer sur le territoire de nouvelles méthodes d'action. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu fleurir dans les années 2015 un certain nombre de labs dans les villes de cette région du Far West comme en France. Et lorsqu'ils ont créé le Lab, ils ont complètement intégré un réseau aujourd'hui qui se dénomme le Braze Lab, où on retrouve des startups, des personnes du monde de l'économie. Et là, on voit bien que le Lab, il a totalement sa place dans cette réflexion sur les innovations. La deuxième chose, il intervient aussi sur des projets innovants au service du développement touristique. Donc là, il répond bien à la commande politique, puisque en 2017, on a toujours des élus de ce territoire qui demandent à l'Office de tourisme de réfléchir à ces développements. Et il accompagne directement les socioprofessionnels du territoire. On se rappelle que dans les années 2010, on a quand même monter en compétence nos équipes, à la fois sur le domaine numérique, avec des chargés de projet IM Tourisme, des ANT, sur des missions également d'accompagnement des professionnels, sur de nouveaux services. Et bien en fait, le Lab, il s'est servi de toutes ces expériences, il en a recueilli les fruits. Il gère également une académie de formation pour la communauté des Welcomers. Corinne vous en a parlé, ce sont donc des habitants, ce sont des prestataires qui assurent l'accueil du public. Donc on est vraiment dans une professionnalisation de ces acteurs et qui en sont vraiment très reconnaissants. Et il a permis également donc, de constituer un réseau d'experts, d'améliorer et de repenser l'action des acteurs locaux au service des utilisateurs finaux que sont les visiteurs et les touristes. Alors est-ce que ça coûte cher d'avoir un lab comme ça sur un territoire en 2027 et finalement, est-ce qu'on a de nouveaux métiers également? Deux questions en une. Alors ça ne coûte pas beaucoup plus cher, puisque comme il n'y a plus de locaux, il n'y a plus de coûts de fonctionnement, et tout a pu être réinvesti au niveau de la rémunération des personnels, et au niveau de l'achat de matériel, et au niveau de développement d'outils pour qu'ils puissent être présents sur le territoire. Alors au Lab, il n'y a que des nouveaux métiers, Jean-Luc. Ah d'accord. Par exemple? Alors il y a des métiers déjà tournés vers l'interne, donc ce sont les métiers de Captain Happiness, ce sont les personnes qui vont veiller au bien-être des salariés, qui vont être présents pour renforcer la cohésion d'équipe et surtout pour entretenir une culture d'entreprise positive. Donc là, les personnes qui ont pris ces postes-là, ils sont super contents puisqu'ils interviennent au quotidien pour le bien-être de leurs collègues. Et ensuite, il y a tous les nouveaux métiers qui sont tournés vers l'externe avec des designers de services qui, eux, travaillent sur l'expérience utilisateur, sur l'expérience client. Il y a les facilitateurs techniques qui animent toute la partie recherche et développement du Lab, avec toute une boîte à outils qu'ils ont co-créée avec l'ensemble de l'équipe. Et enfin, il y a des boosters de talent qui, eux, animent, coachent et forment l'équipe de Welcomers. Donc, on n'est pas rentré les mains vides avec Dominique. Oui, puisqu'on a un témoignage de boosters de talent. Et je te propose de découvrir ensemble le témoignage de Marie, booster de talent. Booster de talent de l'OT Lab dans le Far West. C'est avec ma solide expérience à l'accueil d'un des anciens offices de tourisme du territoire et mon envie de transmettre mes connaissances et d'accompagner les acteurs locaux que j'ai été tout de suite séduite par l'idée de prendre en charge la formation à l'accueil, à l'expérience client, à la qualité de l'accueil sur ma super destination. D'autant plus que nous avons eu la liberté avec mes autres collègues boosters de talent d'imaginer autre chose que la formation classique. Et cela fait 5 ans que l'on anime une communauté de welcomers, tous formés, coachés, accompagnés et animés par l'équipe du Lab.
On a débuté avec une trentaine de personnes environ. C'était pas évident au début, mais à présent, nous sommes près de 300 personnes. Ce sont des acteurs touristiques, commerçants, artisans, habitants jeunes, moins jeunes, retraités, actifs. Les profils sont variés. C'est ce qui fait toute la richesse de notre communauté. Mes tâches aussi sont passionnantes. J'anime le blog des Welcomers, je m'occupe de l'organisation de challenges, de séminaires ludiques, la création de capsules de formation à distance, l'animation de la plateforme de conseil. Bref, je ne m'ennuie jamais et j'expérimente et j'invente sans cesse de nouvelles manières d'exceller dans l'accueil pour notre territoire et avec mes collègues, les Welcomers. Ici, l'accueil, on peut dire que c'est partout sur le territoire et surtout tout le temps, car il y a toujours un welcomer de dispo pour vous, avec le sourire. À bientôt. Ça fait rêver, surtout qu'on a l'impression qu'on est dans les conditions de travail un peu comme chez Google, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, on a aussi un deuxième témoignage de quelqu'un du Cru, hein, qui était un propriétaire d'hébergement, avec un nom bien de cette région, Jean-Luc Le Boulinec. On l'écoute. Jean-Luc Le Boulinec, je suis propriétaire d'hébergement sur le territoire, de location meublée. Et c'est vrai que depuis que l'Office de tourisme s'est transformé en laboratoire d'innovation territoriale, mon regard a finalement complètement changé sur l'organisme et surtout sur ses collaborateurs. Il est vraiment plus au service des professionnels depuis 2021. Avant, j'adhérais bien à l'association, mais elle ne m'apportait aucune réservation directe et encore moins de conseils. En fait, pour louer mes appartements, j'étais visible sur Airbnb et 2-3 plateformes. Et c'était des plateformes qui en plus apportaient aux clients des conseils et des expériences, comme ils savaient le faire. Et c'était un moyen de les amener à visiter le territoire du Far West. Ok, l'Office de tourisme avait bien son site web pour valoriser la destination. Il accueillait beaucoup de visiteurs, mais en fait, ça servait à distribuer des brochures et des plans. Mais comme beaucoup d'autres hébergeurs, je ne me sentais pas assez associé aux réflexions. Depuis 4 ans, finalement, avec à la fois les élus, les salariés, les habitants et de nombreux professionnels, on partage des idées qui souvent sont farfelues. On sait que les projets seront bien suivis par l'équipe. On dispose surtout de cette veille permanente sur l'évolution des comportements des clientèles. De conseils aussi pour faciliter le séjour ou pour être mieux présent sur le Web 5.0. Franchement, en étant associé de la SIG, la Société coopérative d'intérêt collectif, je me sens totalement partie prenante de ce projet de développement territorial et je ne regrette pas les 1 000 € par an que je mets comme cotisation. C'est un vrai bon retour sur investissement. Un excellent témoignage, un des meilleurs de cette émission, de Monsieur Le Boulinec, je pense très, très intéressant. Donc du coup, c'est vrai que ça fait rêver un peu le lab, des salariés heureux, conditions de travail exceptionnelles, territoire optimisé, revitalisé. Vraiment, merci pour ce voyage à l'ouest et dans le futur. Merci à Corinne et Dominique. Et c'est avec cette dernière histoire que se termine notre émission Nos Futurs, consacrée aux offices de tourisme de demain. Merci à tous les intervenants qui ont pris la parole ce soir. Et chers téléspectateurs, excellente soirée.